Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina et Loïc Le Floch-Prigent. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. J'ai une petite voix dans la tête qui me dit allez, législative, c'est important, c'est ce qui donne la direction des lois, c'est quand déjà les nouveaux épisodes de Stranger Things. C'est leur faute, ils n'arrivent pas à nous intéresser. Déjà les présidentielles, match de curling quoi. Et maintenant l'équipe B, ça va là. J'aimerais quand même que Mélenchon soit Premier ministre. Non, c'est juste pour voir la poignée de main avec Macron. Poker face tous les deux là. Et là, écrasage de phalange. Nous allons faire du bon travail ensemble. Je te crève. C'était Naïm, on a adoré ce sketch. Bravo à Lucille qui remplace Jamel, qu'on salue cette semaine, qui a pris un peu de repos, qui nous l'a trouvé. Dernier jour de campagne des législatives aujourd'hui. La campagne pourtant la plus longue depuis 2002 et la concomitance des présidentielles et des législatives. Et pourtant, elle n'a pas passionné les gens malgré un laps de temps de 2 mois pour faire campagne. Campagne présidentielle dévorée par l'Ukraine, campagne législative où on a plus échangé les invectives que les débats et les programmes. Y a-t-il eu une vraie campagne des législatives? Et vous êtes 96,5% à dire non. Avec nous, quelqu'un qu'on a toujours beaucoup de plaisir à avoir, Guillaume Bernard, politologue. Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous les auditeurs. Ça vous a autant passionné qu'un match de curling, ces législatives, pour reprendre le sketch de Naïm? Étant donné que c'est un peu mon métier de suivre la politique, ça m'a sans doute plus intéressé que le reste des Français, mais je partage parfaitement l'avis des auditeurs de Sud Radio. Il n'y a pas eu une campagne à la hauteur et je peux vous donner les raisons pour lesquelles, à mon avis, ça n'a pas matché. Ah bah dites-nous. Eh bien, écoutez, la première, je pense qu'effectivement, vous l'avez évoqué, Philippe, il y a le calendrier. Le temps entre la présidentielle et les législatives a été 2 fois plus long que d'habitude. Et par conséquent, on ne savait pas trop, et je pense que même les politiques ne savaient pas trop quand lancer leur campagne. Est-ce qu'ils la lançaient trop tôt, et auquel cas ils apparaissaient comme voraces et voulant, je dirais, immédiatement capter les électeurs, ou trop tard, et auquel cas, effectivement, ils avaient laissé les autres parler. La deuxième raison, c'est la paralysie qui a été créée par Emmanuel Macron lui-même. De la même manière qu'à la présidentielle, il s'est engagé extrêmement tard. Et bien là, il a mis un temps fou, il a mis 1 mois pour nommer un nouveau gouvernement, ce qui paralysait forcément la critique de ses adversaires. Parce que, évidemment, les autres partis n'allaient pas critiquer l'ancienne équipe, mais il fallait attendre la nouvelle équipe. Et puis, je crois qu'il y a une troisième raison, et ça, pour le coup, ce sont les hommes politiques eux-mêmes qui sont responsables et un peu les médias, c'est le fait que, eh bien, on s'est préoccupé de la question électoraliste, les alliances, les petits mots, etc., et beaucoup moins les questions de fond. C'est-à-dire la réforme des retraites, question sociale, l'euthanasie qui ne va pas manquer d'arriver, question sociétale. Ça, on n'en a absolument pas discuté. On a eu l'impression, d'une certaine manière, que chaque camp a cherché à essayer de mobiliser ses propres électeurs et pas aller chercher, je dirais, des électeurs dans d'autres camps, à essayer de convaincre. Leur objectif, me semble-t-il, c'est assez clair, eh bien, c'était d'éviter la plus grande démobilisation de leur propre camp pour essayer d'être le plus haut possible. Ça a plutôt bien réussi, d'ailleurs, il faut bien le dire, à Mélenchon, même s'il est beaucoup plus bas que la somme de la NUP à la présidentielle, mais enfin, il est arrivé en tête et ça lui a bien réussi. Ça a bien réussi, on l'a peut-être moins dit, au Rassemblement national qui a beaucoup moins baissé que d'habitude entre la présidentielle et les législatives, mais ça l'a dit, ce sont les électeurs des différents camps qui ont voté pour leur poulain, mais je crois que personne n'a essayé d'expliquer les uns aux autres ce pourquoi ils prenaient position ainsi. La parole à Philippe Bilger qui préfère encore le curling aux Beatles. Voilà, mon cher Guillaume, je vais de nouveau jouer le mauvais rôle, c'est-à-dire du citoyen très superficiel. Vous alliez dire celui qui balaye sur le terrain de curling, j'avais un peu peur. Très superficiel, qui apprécie la vie politique par une espèce de passion vulgaire. Est-ce que d'abord, ça n'est pas une tradition française que de trouver que toutes les campagnes n'ont pas suffisamment de fond? Premier point. Deuxième point, est-ce que vous me trouveriez
complètement absurde si je disais que malgré ses insuffisances, malgré son caractère syncopé, fragmentaire, malgré ce que vous avez dit de l'abstention étrange du président avec des retours parfois relativement ostentatoires, malgré tout ce que j'ai tout de même trouvé une forme d'intérêt à cette présidentielle qui nous a frustrés et à ces législatives qui se terminent demain. J'ai l'impression que nous avons les campagnes de notre époque aujourd'hui et que dans la mesure où les protagonistes eux-mêmes ne savent plus nous donner des enseignements de fond qu'on trouve rarement, sauf chez nos chroniqueurs sérieux comme Céline et Loïc, eh bien, il est évident que on ne peut plus avoir ces rêves de campagne de fond qui enthousiasment les intelligences. Il faut avoir une curiosité un petit peu épidermique comme moi pour la chose politique qui, de toute manière, se satisfait de n'importe quoi. Je plaisante à peine, hein, Guillaume. Guillaume Bernard, c'est le à peine. Non, mais cher Philippe, je vous comprends. On a les campagnes que l'on mérite, peut-être parce qu'on a effectivement des hommes politiques dont l'engagement doctrinal est quand même extrêmement limité. Cela dit, tout de même, je veux dire, si nos hommes politiques qui prétendent devenir députés, donc le législateur, ne sont pas capables de mettre en avant, je dirais, les grandes questions auxquelles nous allons être confrontés, soit parce que, eh bien, ils considèrent qu'il faut mettre ces questions-là sur le tapis, ou soit parce que tout simplement les faits feront que nous serons confrontés à ces questions sans que nous puissions y échapper. Alors écoutez, c'est à désespérer de la politique, et ça explique peut-être sans doute la très forte abstention. Non seulement les gens qui ne retrouvent pas, je dirais, l'offre suffisamment alléchante, mais aussi tous ceux qui considèrent que, eh bien, dans le fond, ils ne sont plus concernés par ce débat politique, que de toute façon, comme ce ne seront que des solutions techniques qui s'imposeront, eh bien, il n'y a plus de véritable débat philosophique ou politique au sens noble du terme, et que donc ils peuvent s'en désintéresser puisque ça s'imposera à eux, quoi qu'ils décident. Donc moi, je regrette que l'on n'ait pas eu un débat sur les questions sociales, sur les questions sociétales, même sur les questions internationales. Je veux dire, la présence de la France dans l'OTAN, l'élargissement de l'Union européenne, les questions effectivement d'euthanasie, de GPA, etc. Ce sont quand même des questions extrêmement importantes. Or, nous allons envoyer des députés qui vont être supposés représenter la nation, mais ils n'auront pas été élus parce qu'on aura choisi telle sensibilité sur telle question plutôt qu'une autre, mais on va les laisser totalement libres, je dirais, de voter en fonction de ce que sera leur propre conviction. Je crois que c'est ça qui explique le désintérêt de beaucoup de Français. C'est-à-dire que, les Français ne peuvent pas s'autosaisir d'une question, il n'y a pas le référendum d'initiative populaire ou citoyenne, et deux, les élus pourront décider de voter dans un sens ou dans un autre, et on ne pourra pas, je dirais, les révoquer, par exemple, si jamais, eh bien, ils votaient contrairement à leurs promesses électorales. J'avoue franchement que je comprends les Français qui se désintéressent de ça. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est que les problèmes s'accumulent. On vient de sortir d'une crise sanitaire. On est actuellement en pleine crise liée au climat. On est dans une guerre. Il y a une guerre sur notre sol. On peut dire que tout le contexte pousse justement à ce que les politiques puissent redonner sens à ce qui pourrait être leur action, à ce que pourrait être une projection vers l'avenir. On est dans un moment où les Français sont extrêmement inquiets. Pour eux, leurs institutions, que les politiques voient comme solides, sont en train de s'effondrer. Autrement dit, ils pensent que l'école ne permet plus d'éduquer leurs enfants et ne leur permet plus d'espérer une véritable ascension sociale. Ils ont peur que la sécurité sociale se casse la figure, de n'être plus prise en charge dans le cadre de la maladie, dans le cadre de la retraite. Ils ne voient pas la production de richesse se relancer. Notre pays est toujours dans une crise industrielle lourde et profonde et ne crée pas ce type d'emploi. On a une crise alimentaire qui se profile pour la première fois de nos vies. On a des ruptures d'alimentation, non seulement dans les supermarchés, mais les industriels en parlent aussi énormément. J'allais dire, le réel est en train de s'essuyer les pieds sur notre face, et vous avez
avez des politiques qui n'ont rien à dire. J'allais dire, franchement, que l'euthanasie soit sans doute un souci, peut-être, j'allais dire, étant donné ce qu'on a devant nous, c'est peut-être pas le principal non plus. Mais de toute façon, on ne parle de rien et cette campagne se sera concentrée autour de qui est le nouveau diable à désigner du doigt pour que M. Macron puisse avoir un boulevard. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, j'allais dire, même les oppositions sont tellement occupées à faire ce que Macron leur fait, c'est-à-dire à jouer aussi la carte de la diabolisation, qu'aujourd'hui, on a un trop-plein de diables, une absence totale de propositions et pas de vision d'avenir à partager tous ensemble. Moi, je trouve que c'est déjà pas si mal que 47% des gens se rendent aux urnes dans ces conditions-là. Et franchement, je crois que quand 50% des gens ne vont pas voter, les élections devraient être annulées et tous les candidats qui sont présentés et qui n'ont su intéresser personne devraient ne pas avoir le droit de se représenter. Et là, on changerait vraiment la vie politique et on arrêterait le clientélisme. Parce que pourquoi les politiques ne parlent pas de ce qui concerne les Français, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Avec leur petite clientèle et les messages bien ciblés envoyés à celle-ci, cela suffit, peut-être pas pour passer, mais au moins pour créer le duel. Guillaume Bernard. Ah mais écoutez, alors là, pas mieux. Hein. Là, j'approuve parfaitement ce que vient de dire Céline, c'est-à-dire que on a effectivement un personnel politique qui, même s'il y a une énorme abstention, se considérera toujours comme étant légalement élu. Or, non seulement il y a une crise de la représentativité, alors on pourrait parler du mode de scrutin, mais c'est pas l'objet de l'émission d'aujourd'hui, mais je crois qu'il y a une vraie crise de régime sous-jacente, dans le sens où il y a des Français qui ne se sentent plus concernés par les débats politiques parce qu'ils ne parlent pas, je dirais, des enjeux auxquels nous sommes véritablement confrontés. Et il y en a même qui considèrent que qu'ils peuvent espérer échapper, je dirais, au destin collectif, ou à l'inverse que le destin collectif les a totalement abandonnés. Donc par conséquent, oui, évidemment, le manque, je dirais, de créativité de nos hommes politiques est extrêmement grave parce qu'ils font comme si il n'y avait pas l'abstention, puisque le système peut reposer, puisque le système repose sur le mandat représentatif. Eh ben, il n'y a que ceux qui vont voter qui finalement prennent la décision, mais ça n'empêche que la majorité des Français n'ont pas décidé d'aller faire un choix la semaine dernière. Les vraies voix, 18h42, notre grand débat. Y a-t-il une vraie campagne des législatives? Vous êtes 96,3% à dire non. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix. Et c'est Loïc Le Floch-Prigent qui va, on adore ça d'ailleurs, comme toute vraie voix, ramener son grain de sel. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina, Loïc Le Floch-Prigent. Notre grand débat, y a-t-il eu une vraie campagne des législatives? Vous êtes 96,3% à dire non. Nous sommes avec Guillaume Bernard, politologue, et il veut ramener son grain de sel absolument. De Guérande, oui, de Bretagne, parce que je fais des voyages à travers la France dans l'industrie, puisque je suis industriel, et que je vais aussi en Bretagne. Et ce qui m'apparaît en complément de ce qu'a dit très très bien Céline Pina et William Bertrand, c'est que nous avons aujourd'hui... Guillaume Bernard. Oui, non, c'est William. Oui, non, on l'avait dit en anglais on a dit William. On a dit William, je regarde William. Non, mais tiens, écoute Philippe, tu peux pas à la fois faire des gags et puis m'empêcher d'en faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Hein, s'il te plaît. Bon. Alors, donc, ce que, en revenant peut-être un peu sérieux, lorsque on parle de cette campagne, effectivement, comme 90-96% des Français, il n'y a pas eu de campagne parce que on ne parle pas de la réalité. C'est-à-dire que, et moi, lorsque je suis dans les usines à discuter avec des industriels, avec des gens de mes entreprises, et ils disent mais de quoi parle-t-on? On ne parle pas du problème de l'énergie qui a été multiplié par 2,5 à 3 et encore parce que on n'a pas tenu encore les vrais prix puisque le gaz a été multiplié par 4 ou 5. On ne parle pas du prix des matériaux qui ont conduit à on ne parle pas du fait que la dette est abyssale et qu'elle va continuer. Et puisque à chaque fois qu'on dit quelque chose, on va faire un chèque. On ne parle pas des problèmes de pénurie. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire
l'histoire de France, mais ça n'a jamais été, c'est la première fois de l'histoire de France, nous sommes déficitaires la balance commerciale en alimentation. C'est-à-dire que nous avons 750 millions. C'est la première fois de l'histoire de France. C'est-à-dire que depuis les Capétiens, on n'a jamais connu ça. C'est-à-dire que nous étions le grenier d'abord de nous-mêmes et nous allions envoyer nos produits à l'extérieur. C'est la première fois que ça arrive. Et ça, absolument rien. Absolument rien sur la dette, absolument rien sur la monnaie, absolument. C'est-à-dire que on ne parle pas de la réalité. C'est-à-dire que, alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les politiques soit ne connaissent pas la réalité, soit n'ont pas envie d'en parler, mais c'est aussi grave dans l'un cas comme de l'autre. Oui. Moi, j'ai le sentiment que la majorité des politiques ne connaît pas la réalité. Quand j'entends des gens me dire tout va bien, tout va bien, tout va bien, moi, industriel, je dis mais comment vous pouvez continuer à raconter que tout va bien? Comment vous pouvez raconter oui, on va faire des éoliennes en mer. Enfin, des éoliennes en mer, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi vous voulez faire des éoliennes en mer? Puisque les éoliennes en mer, ça ravage absolument tout, ça n'a aucun intérêt du point de vue de l'énergie, et en plus, ça fait plus de carbone que les centrales nucléaires. Arrêtez de déconner, quoi. Arrêtez de déconner. Donc, quels que soient les mots qui sont pris aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est très très loin de la réalité. Alors, la cerise sur le gâteau, pour moi, ça a été quand la Commission européenne et le Parlement européen a dit on va faire la voiture électrique, non Dieu, c'est pas possible, on continue, etc. Alors qu'on sait qu'on a des problèmes d'électricité à terme, que peut-être on va être sans électricité l'hiver prochain, parce que avec la guerre Ukraine, on s'est aperçu que, eh bien, les Allemands étaient dépendants du gaz et qu'ils n'avaient pas de gaz, et que ils étaient dépendants du gaz pour l'électricité, et par conséquent, ils allaient avoir des problèmes électriques. Donc on marche sur la tête, c'est-à-dire qu'on est dans l'irréalité. Et ça, je crois que les Français s'en sont rendus compte et qu'ils sont désintéressés du sujet, et ils se désintéressent du sujet parce que les politiques ont arrêté de regarder la réalité en face. Ils ont envie de fantasmer une réalité en disant tout va bien, on fait des chèques, c'est merveilleux. Vous avez eu un chèque de 100 € pour l'énergie, c'est merveilleux. Tout ça, ça passe au-dessus. Les gens rigolent en disant j'ai reçu un chèque, mais j'ai pas de bagnole. C'est juste, on est vraiment dans le cadre de ils n'ont plus de pain qu'ils mangent de la brioche. Guillaume Bernard, c'est passionnant, notamment ce que disait Loïc Le Floch-Prigent. On n'a pas parlé, première fois depuis les Capétiens, qu'on est déficitaire au niveau alimentaire, par exemple. C'est fou. Mais c'est parfaitement délirant. Je sais très bien que dans la société dans laquelle nous vivons, on ne peut pas être autosuffisant pour tout. Et il est bien d'ailleurs qu'il y ait des échanges internationaux en fonction des compétences des uns et des autres. Mais il va sans dire que pour ce qui est de l'alimentation, ce qui est quand même la base des besoins primaires des êtres humains, que la France, qui est si riche en terroirs, voit sa surface cultivable et cultivée diminuer, c'est proprement et les rendements diminuer à cause des écolos. Ah non, il faut aller jusqu'au bout. C'est parce que les écolos nous embêtent, pour pas employer un autre mot, parce que j'ai déjà employé, que les rendements diminuent, et par conséquent, qu'on se trouve dans la situation où on achète des produits alors qu'on devrait les vendre. C'est pas contre Céline Pinet qui est habillée en vert, Guillaume Bernard. Non, mais je crois que Loïc Le Floch-Prigent l'a très bien dit, les Français ne sont pas dupes. Alors il y a, je pense, un certain nombre de Français qui sont résignés, et puis il y a ceux qui ne sont pas dupes et qui savent très bien que l'offre politique est insatisfaisante. Moi, je crois sincèrement que pour les remobiliser, il va falloir que le personnel politique change. Et il va falloir offrir aux Français des possibilités de s'investir véritablement dans les choix politiques, c'est-à-dire s'auto-saisir d'une question, le référendum d'initiative citoyenne ou populaire comme on veut, la possibilité véritablement d'imposer aux hommes politiques un certain nombre de questions pour que le réel soit pris en considération. Merci beaucoup Guillaume Bernard, politologue. Verdict sur Twitter, y a-t-il une vraie campagne des législatives? Un score brejnevien, puisque vous êtes 96,1% à dire non.